Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, Monsieur le Président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça te fatigue pas toujours poser des questions tout le temps? Alors nous recevons aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le général Paul Pellizzari et le sénateur Alain Houpert. Et nous allons parler de quelque chose qui nous concerne absolument tous. Et on va raconter cette histoire qui commence à une plainte déposée par le général Pellizzari, une plainte pénale devant la Cour de justice. C'est en avril 2024, c'est bien ça, contre messieurs Attal, Premier ministre de l'époque, Séjourné, ministre des Affaires étrangères de l'époque, et Lecornu, actuellement Premier ministre, ministre de la Défense de l'époque, pour, et c'est quand même grave, livraison illégale d'armes à l'Ukraine depuis 2022. Livraison illégale d'armes à l'Ukraine 2022. Et le 24 avril dernier, eh bien, le sénateur Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or, déposait officiellement au Sénat la résolution initiée quelques jours plus tôt, le 16 avril, par Monsieur Pellizzari et 67 autres militaires, dénonçant la cession à l'Ukraine d'équipements militaires prélevés sur les stocks de l'armée française. Voilà. Et donc, mercredi dernier, je résume la situation, vous me corrigerez si... le général Pellizzari comparaissait devant le Conseil d'État après avoir déposé un recours pour excès de pouvoir suite à sa radiation, parce qu'il a été radié par décret du 17 avril 2025. Et cette résolution présentée par Alain Houpert au Sénat et par général Pellizzari recommandait le respect des articles 35 et 53 de la Constitution, s'agissant de l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine. Alors, général Pellizzari, je voudrais que vous commenciez à nous dire qu'est-ce qui vous a amené, vous, en avril 24, à déposer une plainte pénale. Plainte pénale, ça veut bien dire ce que ça veut dire, devant la Cour de justice, contre, évidemment, parce que c'est cette Cour qui juge les ministres. Alors, pourquoi cette plainte pénale? Pour, je rappelle, livraison illégale d'armes à l'Ukraine. Tout d'abord, bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour. Merci pour votre invitation. Bien voilà, je suis un citoyen tout à fait normal. J'étais fonctionnaire, donc... j'ai vu depuis 2022 une certaine dérive. Au début, je n'étais pas très, très inquiet, on va dire. Puis lorsque j'ai vu que l'on commençait à donner des Césars, des équipements divers, etc., l'on commençait à distribuer beaucoup de choses et ainsi à diminuer la capacité opérationnelle des armées, je me suis dit, il faut faire quelque chose en tant que citoyen, en tant qu'ancien fonctionnaire. Donc, on a un article 40 qui vous invite à porter plainte contre les personnels concernés, quel que soit leur niveau, à partir du moment où vous voyez un acte délictueux. Alors, général Pellizzari, vous avez une idée de la proportion d'armes, enfin, je ne dis pas un chiffre exact, mais du stock d'armes qui a été, parce que si ça a attiré votre attention, c'est que l'importance était réelle. Bien sûr, mais c'est surtout le fait d'envoyer le fleuron de notre artillerie là-bas qui m'a le canon inquiété. César. Le canon César, voilà. Ça diminue la capacité opérationnelle de l'armée de terre d'une manière incroyable. Et toutes les munitions qui vont avec les tubes de rechange, enfin, tous les systèmes, tous les calculateurs qui vont avec. Donc, c'est quand même, pour moi, en tant qu'ancien militaire, ça m'a un petit peu choqué, vous voyez. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut lancer l'alerte. Je n'ai rien de particulier contre M. Attal ou les autres, mais je me devais, à mon sens, alerter mes concitoyens de cette manière de faire qui était, à mon avis, absolument hors des cadres. Oui, des cadres hors des clous de la République, de la loi, bien évidemment. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous déposez plainte, qu'est-ce qui se passe? Bien là, j'ai eu une fin de non-recevoir, hein. On dirait vulgairement circuler, il n'y a rien à voir. Et la réponse était finalement, vous, monsieur Pellizzari, vous n'êtes absolument pas concerné par ces trucs-là. Par ces choses-là. Je paye mes impôts, vous aussi, monsieur Berkoff, je suppose. Donc, en tant qu'imposable et bon citoyen, payant ses impôts, j'estime être concerné. Bon. Voilà. Alors, on vous a dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. De toute façon, vous pouvez demander à mon avocate le courrier que nous avons reçu. Vous avez échangé. Bon, voilà. Et donc,
compte tenu de cette fin de non-recevoir, le 30 avril, j'ai donné un interview à François, qui m'a contacté. D'accord. Un autre 30 avril média. 24, ça. Oui, toujours 24, le 30 avril, toujours. le jour de Cameroun en plus, je l'ai pas fait exprès. Donc, j'ai donné une interview à François parce que personne d'autre m'a contacté. Je vous dis, si BFM ou LCI ou Toxem m'avaient contacté, j'aurais répondu, j'aurais expliqué pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est le seul à m'avoir Donc, appelé. vous donnez cette interview. Oui. Voilà. Ensuite, parallèlement à ça, j'ai lancé compte tenu du fait que personne ne donnait suite à ma plainte. Ni suite, ni écho. Ni écho, voilà, exactement. J'ai dit, on va faire une pétition. Donc j'ai fait une pétition, halte à la livraison d'armes à l'Ukraine. Cette pétition, je l'ai faite un peu après, courant mois avril. Quelques jours pas après. la date exacte. Voilà. Et, qui a été signée par beaucoup de monde. La pétition en question, 11 000 signatures. D'accord. Donc pas mal de généraux, je crois. Enfin, pas mal de militaires. Non, la pétition, il y a beaucoup de civils. Il y a des militaires qui l'ont signée, bien évidemment. Mais beaucoup de civils. Les généraux, la soixantaine de généraux qui ont signé un papier, c'est la résolution que nous avons déposée plus tard avec le sénateur. Et parmi ces généraux, il y a quand même du beau monde, j'allais dire. Il y a 2 généraux de 5 étoiles. Ouais. D'accord. Excusez du peu. Voilà, un général ou 2 de corps d'armée, des divisionnaires, beaucoup de brigadiers, enfin de généraux de brigade, pardon, et une pléthore de colonels, de sous-officiers et des civils. On est arrivé au total à 33 000 signatures quand même. D'accord. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien du tout. Voilà. Et alors, Alain Houpert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, je rappelle, et vous avez déposé, vous, le 24 avril dernier, là, on parle de 2025, bien sûr, vous déposez officiellement au Sénat la résolution, donc, qui a initié par Gérard Pellizzari et 60 autres militaires. Pourquoi vous l'avez déposée? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à la déposer, cette résolution? Le général Pellizzari a déposé une plainte en tant que contribuable. Et il s'est fait sanctionner parce qu'il est général. Donc, oui, parce qu'il a été radié, c'est ça. Ouais. Donc, sentiment, un médecin, c'est toujours à côté du faible. Hein. Et une société, c'est une chaîne de maillons dont la force est celle du plus faible. Donc, on doit être auprès du plus faible quand il s'exprime sans véhémence, de manière courtoise, et avec complaisance, avec respect. Donc, et en tant que parlementaire, je lis quand même, j'ai un livre de chevet qui s'appelle La Constitution. Il y a 2 articles, l'article 35 et l'article 53, qui dit que tout engagement de l'État français, du gouvernement en particulier, dans des choses militaires. Transfert d'armes, je cherche mes mots pour ne pas être pour être bien, doit passer par l'avis du Parlement. Hein. C'est l'article 35 et l'article 53. Oui, donc, c'est très important. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, si le gouvernement français ou le président ou l'État, enfin, le gouvernement français décide de transférer ou de vendre des armes, il doit passer par le Parlement. C'est obligatoire. Bien sûr. C'est ça. Non, mais c'est très important de le souligner. Ça se fait régulièrement. Ça s'est fait il n'y a pas très longtemps. Un accord militaire avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est passé devant le Parlement. En 2016, le député Mariani avait fait une résolution aussi pour faire cesser les sanctions contre la Russie. Et je me souviens de l'ancien Premier ministre Fillon qui avait fait un tweet en disant « Enfin, la démocratie est respectée ». On est là-dedans, voilà, faire respecter... que le Parlement ait ses droits. Et ses droits, voilà. Alors, et donc, vous avez donc, en avril dernier, et là aussi, je vous pose la même question qu'au général, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu réaction du Parlement, du Sénat, de l'Assemblée nationale ou autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, j'ai envoyé une lettre recommandée au Sénat pour que cette résolution soit inscrite à l'ordre du jour. Elle n'y est toujours pas, j'attends la réponse. Voilà, donc il faut faire porter sa voix,
j'ai le sentiment qu'il y a un contournement de nos institutions et de la Constitution, et un manque de bienveillance. Le général Pellizzari a fait l'objet de tentatives bâillons. Il faut bâillonner le messager. Voilà. Donc, je trouve pour ça que je suis à côté de lui. Et on a vu récemment les déclarations du chef d'état-major au Congrès des maires. Alors justement, nous allons nous en parler parce qu'on est entre citoyens ici. Vous êtes général, vous êtes sénateur, je suis journaliste et écrivain, et c'est intéressant parce que justement, je voudrais vous faire réentendre. Et là, on a une conversation aussi entre citoyens, sachant que chacun d'entre vous exerce les activités qu'il exerce et les compétences qu'il exerce. Alors je voudrais commencer, c'est très intéressant parce qu'il y a eu vraiment une cascade de commentaires, on va pas tous les entendre, mais on va refaire entendre, puisque vous en parliez, sénateur Alain Houpert. Donc le 19 novembre, au Salon des maires, voici ce que dit le général Mandon, chef d'état-major des armées, je le rappelle. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors voilà, ça c'était donc la déclaration de général Mandon le 19 novembre. Et le 20 novembre, il y a eu évidemment floraison de commentaires, de polémiques, etc., qui continuent plus que jamais, parce que c'est un sujet majeur. Il dit, voilà, il y a la Russie, ce qui se passe, parce qu'il parlait de la Russie, on n'a pas mis tout, et il expliquait, dans 3 ou 4 ans, ils risquent de nous attaquer, et nous devons être prêts, nous ne sommes absolument pas prêts, etc. Et quand même, rapporter quelqu'un par rapport à, justement, la séparation des pouvoirs, Guillaume Ancel, un ancien officier, le 20, sur France Info, voici ce que disait Guillaume Ancel. D'abord, il faut bien replacer celui qui prend la parole. Le chef d'état-major des armées, qui est le premier militaire, qui est bien sûr en activité, ne peut pas tenir ses propos sans l'autorisation et l'ordre du chef des armées, qui est le président de la République. Emmanuel Macron. Ça, c'est un propos qui a été organisé par l'Élysée. Simplement, l'Élysée a demandé que ce soit un militaire qui le tienne. Mais jamais le général Fabien Mandon n'aurait pris la parole si l'Élysée ne lui avait pas demandé. Voilà, si l'Élysée n'avait pas demandé, il n'y aurait pas eu de prise de parole du chef d'état-major. Effectivement, le commandant-en-chef des armées, on sait qui c'est. Mais quelqu'un a enfoncé, quelques jours plus tard, hier, pas plus tard qu'hier, un autre général, le général Gomard. Général Gomard, voici ce que disait le général Gomard par rapport à justement tout cela. Écoutez. Je trouve que général Mandon a agi, de mon point de vue, sur ordre du président de la République. Et moi, j'accuse plus le président de la République qui ne parle pas. On fait parler le chef d'état-major des armées. Pourquoi ? Parce que l'institution militaire est sans doute l'institution dans laquelle les Français ont le plus confiance. Et qui croit encore Emmanuel Macron ? Plus personne. Donc quand Emmanuel Macron parle, personne ne le croit en fait. Personne, on l'entend très bien, mais personne ne croit ce qu'il dit. Quand le chef d'état-major des armées, totalement crédible, dit que la guerre, c'est la guerre et qu'à la guerre, on perd des enfants. Oui, mais j'allais dire, si c'est la guerre dans 2 à 3 ans, à ce moment-là, on a un discours mobilisateur, on a un discours motivant. On dit qu'il faut fabriquer plus d'armes, il faut produire des armes, il faut, recompléter nos stocks de munitions. C'est pas du tout ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est un discours un peu négatif qui fait peur, et je trouve que Macron distille la peur, et la peur, ça paralyse, et ça mobilise pas. Alors, avant de passer à la dernière déclaration de général Mandon, moi je voudrais que vous réagissiez, tous les deux, vous le civil, vous le militaire, et moi-même, à ceci. C'est quand même, il y a quelque chose là qui vient de se passer depuis quelques jours, qui demande quand même, et encore une fois, il ne s'agit pas d'être ni séditieux, ni d'être serpillère, ni l'un ni l'autre, et je sais que vous l'êtes absolument pas. Mais qu'est-ce que c'est que de dire ceci, il faut se mobiliser? Et Gomard dit très bien, mais pour faire quoi? Est-ce qu'il faut faire peur ou est-ce qu'il faut mobiliser et comment? Qui veut... oui, Gérard Pellizzari, quel est votre sentiment là-dessus? Mon sentiment, c'est simple. Je suis allé lire les attributions du SEMA. Oui. Je vais vous les dire.
oui, elles sont officielles. C'est pour ça que j'ai préparé ce petit papier, parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Donc, sous l'autorité du président de la République et du gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le SEMA est responsable de l'emploi des forces et assure le commandement des opérations militaires. Il est le conseiller militaire du gouvernement. D'accord. Bon, je peux continuer. Il est responsable de l'organisation, l'expression des besoins, etc., etc. Il n'est nulle part écrit qu'il est responsable de la communication du gouvernement à propos de l'emploi, de la guerre en Ukraine. Voilà. Bon, là, le SEMA a désigné directement la Russie comme ennemi. Voilà. Je pense qu'il n'aurait pas dû. Alors, la partie de son discours où il dit je dois préparer les forces, bien sûr. La devise de l'école de guerre, vous savez, c'est si vis pacem parabellum. Là, si je ne veux qu'adhérer. La paix, prépare la guerre. Voilà. Donc, préparer la guerre, c'est dans ses attributions, c'est son rôle. Maintenant, s'adresser aux maires en leur disant, voilà, la Russie est notre ennemi, méfiez-vous, dans 3 ans, ils vont nous attaquer, il n'est pas du tout dans son rôle. Il est dans un rôle politique. Jamais aucun chef d'état-major des armées n'a prononcé de tels discours. Ah oui, jamais. Ben, je crois pas, pas de mémoire. Oui, c'est un discours politique, en fait. Et voilà. Donc, moi, je dis, le SEMA doit respecter la neutralité. C'est un petit peu comme la justice. On ne doit pas prendre parti. Il est là pour défendre la France. Il est là pour défendre les Français. Il n'est pas là pour défendre la politique d'un homme. C'est ça. Donc, comme tout ceci, je reviens sur ma plainte, comme tout ceci est illégal, quasiment illégal, voilà. Même cette déclaration, on pourrait dire que cette déclaration est illégale. Franchement. Illégal, non, il a le droit de... Non, pas au droit, oui. Mais au sein de la... il n'aurait jamais dû la faire, voilà, c'est pas le partage des pouvoirs, n'est pas là. Exactement, voilà, donc c'est tout. Le chef d'état-major, lui, il asseste, il consigne le SEMA, ce sont ses attributions. Il est chargé de mettre à disposition l'armée de terre, entraînée, équipée, etc., etc. Les rôles, les attributions des uns et des autres sont bien répartis. Mais comment vous expliquez, alors enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans sa tête, Général Pellizari, non, certainement pas. Mais comment vous expliquez quand même que il va, je veux dire, on comprend, les généraux de plateau, n'en parlons pas, mais lui qui est commandant en chef des armées, donc il a été effectivement chez Macron pendant 4-5 ans, on le sait, il était colonel, hein, bon. Mais au-delà de ça, comment vous expliquez que justement on le mette, il se mette en avant comme ça, en désignant justement, c'est les Russes, parce qu'il aurait pu dire, mais il y a d'autres guerres, effectivement, sur lesquelles nous devons être prêts. Là, on aurait pu comprendre, à la limite, mais non. Il y a cette guerre-là. Et aussi, ce qui m'a frappé, dans 3 ans. C'est pas tout de suite. C'est dans 3 ans. C'est ça. Style, on est je ne sais pas, moi, on est en 30, il y aura une guerre avec l'Allemagne dans 5 ans, etc. Enfin. Voilà, oui, c'est assez... bon, je sais pas, il a dû aller à Lourdes un peu avant, je sais pas. Non, mais c'est la guerre dans 3 ans. Bon, alors, en plus, il nous dit qu'on n'est pas prêt, etc. Donc, moi, je suis à la place de M. Poutine. Je vais dire, OK, je vais en profiter. Vous voyez, bon, c'est d'une incohérence. Alors, moi, je mets ça sur le dos de la promiscuité de cet homme avec M. Macron depuis 5 ans maintenant. Voilà, c'est tout. Donc, il est dans la droite ligne. J'ai regardé son discours. C'est un européiste convaincu, comme le président. Donc, voilà. Donc, il a pris position. Et il n'a pas à le faire. Voilà, c'est tout. Après... je comprends. Le reste ne m'intéresse. Enfin, Alain Huppert, quelle est votre réaction à tout cela ? Le général a prononcé le mot incohérence. Il y a une incohérence entre les propos du chef d'état-major et la sanction du général qu'a subi le général, où il a été vraiment dans la litote avec des propos très mesurés. Donc, d'accord, ce qu'a dit le général, chef d'état-major, Bordeaux, oui. il n'a pas tort au sens où un peuple qui n'est pas prêt à... Oui, bien sûr. Où la population n'est pas prête à attaquer est faible, mais ce n'est pas son rôle. Et je pense qu'il était en service commandé de l'Élysée pour masquer le bilan catastrophique du président de la République et du gouvernement. Je trouve que son message, ce qui est important dans une société, c'est la bienveillance. Hein.
Hein, le ciment d'une société, c'est la bienveillance. Et puis, il accuse les Français de ne pas avoir de force d'âme. C'est grave. C'est peut-être vrai. Peut-être vrai, mais c'est pas. On l'espère pas. On a la force d'âme quand l'ennemi est à la porte. Mais là, il a carrément désigné un ennemi. Est-ce que c'est son rôle ? Désigner un ennemi, c'est le rôle du président de la République. Et vous savez que ce qui tient une société, la Boétie le disait, c'était la servitude volontaire. Mais il y a un jeu que vous aimez bien, c'est le jeu des échecs. Il y a les pions. Donc j'ai l'impression que le SEMA prend les Français pour des pions. Et derrière, en dernière ligne, il y a le roi, il y a la reine, il y a le fou et il y a le cavalier. Donc c'était le cavalier le cavalier, il avance toujours en pas de clair. Hein, de côté. Donc c'est un service commandé qui a été demandé par l'Élysée au chef d'état-major. Oui, mais alors Alain Houpert, je vais vous poser la question pas une question qui peut fâcher, pas vous, mais les autres. Comment vous expliquez, vous parlez des pions. Mais est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat, je vais poser brut de décoffrage, ne sont pas devenus des pions ? Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que d'abord, quand Paul Pellizzari dit, voilà, écoutez, moi j'estime, c'est tout à fait son droit, que ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, où on vend, où on donne, etc., des armes à l'Ukraine, et on désarme effectivement les stocks français, déjà qu'on n'est pas, on va en parler de la situation, dans la meilleure des situations du monde pour supporter des guerres de haute intensité, eh bien, on les désarme. Mais comment vous expliquez qu'à part vous et certains, franchement, le Parlement, l'Assemblée nationale, avec ça, pas un mot, le Sénat, pas un mot, rien. Mais où sont les pions ? Eh bien, merci de le dire. Sur les 900 parlementaires, je suis le seul à dire ça. Je n'ai aucun soutien sur cette demande de résolution. Vous êtes seul ? Qui est logique, je suis seul. Eh bien, on parlait des pions, des jeux d'échecs, il y a les pions, et puis derrière, je suis la tour de garde, voilà. Il en faut, heureusement. J'avertis, je suis sur la une, j'avertis, il y a danger, donc écoutez-moi. C'est très dur d'être dans le rôle de Cassandre, vous savez, Cassandre que personne n'écoutait à Troie, et puis elle est morte, mais elle avait raison. Hein, donc voilà, donc j'espère que je vivrai longtemps. J'espère que vous serez vivant. Voilà, que le temps me donnera raison, et c'est important. Et tout ça pour la bienveillance envers les Français. Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est un manque de bienveillance avec les Français. Comme l'avait dit le général Gomard qu'on a écouté, qui est aussi un homme politique, faire peur à la nation. La peur est une passion triste, disait Spinoza. Passion triste. Voilà, c'est une passion triste. Il faut sortir de la peur. Et un cancer. Une métastase, je dirais. Et il faut sortir de la peur. Et le Français, c'est quelqu'un de raisonnable. Il a montré quand il était au bord du gouffre, quand tout basculait, il a montré qu'il était là. Et ça s'appelait la résistance. Le général de Gaulle, il était tout seul pour traverser. Et puis voilà, il a réussi à faire des choses. C'est clair. Et voilà. Donc, condamné à mort par contumace, etc. Sortons de cet esprit moutonnier. Quand vous parlez actuellement, quand vous êtes contre le gouvernement, vous êtes un complotiste. Quand vous êtes contre cette guerre qu'on nous vend, c'est dans 3 ans qu'on nous vend, eh bien vous êtes un Maastrichtien. Non, pas un Maastrichtien, un Munichois. Voilà. Un Munichois, absolument. Vous êtes un pacifiste. Mourir pour Danzig, on vous dit. Mourir pour Danzig. C'était Daladier à Munich. Daladier, oui, il n'était pas dans le même sens. C'est-à-dire que là, il y avait un réel danger, mais la Russie, nommons-la, la Russie n'est pas au bord du Rhin. Et puis, quand on écoute... les Cosaques ne sont pas encore en train de boire à la Concorde. Et tous ceux qui se sont... Général de Gaulle disait, on ne s'attaque pas à la Russie parce qu'elle finit toujours ses guerres. Souvenez-vous, il y a eu l'empereur... la Bérésina. La Bérésina. Et l'invasion, il y a eu, la retraite de le Russie. nazi, Hitler. Les seuls qui ont gagné contre la Russie, ce sont les Japonais. Au début du siècle, et c'est suite à cette guerre maritime que les Japonais ont développé leur technologie et ont pu entrer dans une première guerre mondiale et une deuxième guerre mondiale avec
Le résultat avec ce que qui ça s'est donne. passé, oui. Ça a fini par Hiroshima et Nagasaki, c'était pas... Donc je ne suis pas la pitié de Delphes, mais ni Cassandre, mais en tant que citoyen et en tant que parlementaire, j'aimerais qu'on ait un débat. Et faire la paix, c'est un débat, et c'est un débat avec ses ennemis, pas avec ses amis. Avec ses ennemis, il faut discuter. Et c'est ce qu'est en train de faire le président Trump. Tout à fait. Et puis actuellement, le gouvernement, l'Europe est en train de faire des résolutions pour avoir voix au chapitre, mais l'appel se fera entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Alors, c'est clair, on va en parler justement de l'Europe. Sortons Je voudrais faire de bingo. écouter... Oui, Gérard, oui, allez-y, Je Gérard. voudrais dire aussi, on accuse les Russes, mais avez-vous déjà entendu Poutine dire « je vais attaquer la France » ? Sur quel fait précis, je dis bien fait précis, on se fonde pour... Non, mais il n'a jamais employé ces mots-là. Il n'a en tout cas, jamais employé jamais. ces mots-là. Ouais. D'accord. Non, Bon, tout à donc fait. déjà, c'est... Et ensuite, je reviendrai aussi sur le manque de caractère des Français, soi-disant. Oui, Ouais. on va en parler de Alors, cela. Oui, allez-y. Ça, c'est peut-être ce qui a le plus choqué les Français, ça. Ouais. Parce qu'on ne Allez-y, peut pas dites. dire ça. Ouais. Je suis sûr que dans notre pays, les Français se battront si nous avons des chars russes ou allemands, pourquoi pas, polonais, sur les bords du Rhin. Je leur fais confiance. Il y aura toujours quelques réfractaires, c'est normal, je dirais. Mais le peuple se défendra si nous avons vraiment une menace à nos Et frontières. vous dites que la question n'est pas posée comme ça, est très mal Elle est posée, mal posée, aujourd'hui. voilà, C'est exactement. ça. Mm. Ensuite, pour les militaires, le militaire que j'ai été et les militaires qui sont toujours en activité, pourquoi rejoignons-nous l'armée ? Pourquoi nous avons cet engagement qui, je le dis, précise bien que nous devons aller jusqu'au sacrifice ultime. Tout à fait. Nous donnons notre vie pour la République. Tout à fait. Je suis sûr. C'est un métier où vous risquez C'est un votre métier, vie. voilà, Voilà, c'est normal. bien sûr. On a signé pour et puis on l'assume. Bien sûr. Et donc, ces militaires donc, rentrent dans l'armée, signent un engagement pour défendre leur pays, pour défendre leurs frontières. Ils ne signent pas un engagement pour défendre la politique d'un homme. Ils défendent la France. Oui, mais en l'occurrence, c'est le président de la République. Mais est-ce il qu'ils est obéissent président au de la République République, Oui. il est chef des armées. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il doit faire tout et n'importe quoi avec son armée. Il est contrôlé par, justement, un Parlement. Qui n'a pas droit au chapitre. Qui n'a pas droit au chapitre. Vous Oui, voyez, c'est ça. la boucle est bouclée. C'est-à-dire Voilà, c'est qu'entre tout. les principes et le réel, il y a il y a un monde. une abyssale dissonance. Exactement. Alors, je voudrais qu'on revienne Paul Palizari avec vous sur l'Europe et avec vous Alain Houpert. C'est la dernière déclaration du général Mandon, la plus récente, disons, sur France 5. Et justement, il dit ceci sur l'Europe. C'est très intéressant par rapport à ce que vous venez de dire. Écoutez, le général Mandon, c'était avant-hier. On n'est pas seul. La bonne échelle, c'est le collectif, c'est l'Europe. L'Europe a tous les moyens d'éviter la guerre. L'Europe est puissante démographiquement, économiquement, militairement. Elle a des valeurs extraordinaires. Et là où le point qui est clé, c'est la perception de notre environnement pour être prêt à montrer notre détermination à protéger ce que nous sommes. Et à ce moment-là, on évitera la guerre. Aujourd'hui, malheureusement, on a un voisin qui a la perception que nous sommes faibles. Et je suis sûr que nous ne le sommes pas. Et on a tous les moyens de se protéger. Voilà, c'est-à-dire, en fait, le collectif, les valeurs, c'est l'Europe. Il dit pas la France, c'est trop petit, on peut pas, c'est l'Europe, et on a tous les moyens, voilà. Donc, l'armée européenne, sauf que l'armée européenne, elle est où ? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? À vrai dire... Pas grand-chose. Non, ouais, exactement. Bon, j'ai travaillé l'Europe de la défense, tout ça, c'est un rêve qu'on n'atteindra jamais, je vous le dis de suite. Ah, vous pensez que c'est pas possible ? Une Mais armée non, mais européenne ? on l'a déjà essayé. J'étais en Bosnie, on a essayé de faire des bataillons multinationaux avec les Espagnols, tout ça. Et on n'était pas dans un combat de haute intensité. Il faut savoir que dans l'armée, on a des termes, ça s'appelle le vocabulaire militaire tactique. Un terme
quand je dis détruire en français, c'est peut-être pas la même signification pour un espagnol, vous voyez. Donc déjà, c'est ça, il y a des tas de communes, et le langage, seulement. Ensuite, sur les programmes européens d'armement, regardez, ce sont pas des fiascos, mais bon, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, ça coûte encore plus cher que prévu, etc. Bon, c'est un leurre. En plus, j'ai envie de dire à ce général-là, écoutez, vous oubliez une chose, De Gaulle nous a donné l'arme atomique, c'est la dissuasion. Donc, est-ce que vous croyez que Poutine va attaquer la France alors qu'il sait pertinemment que nous avons l'arme atomique? Bien sûr. Bon, il faut tout relativiser. Bon, là, c'est du rétropédalage, je vais dire. Voilà. Ça s'arrête là. Maintenant, l'Europe, écoutez, l'Europe, on nous l'a vendu comme un facteur de paix, de prospérité. Il dit on est très riche, on est très fort. Je suis désolé, mais quand vous regardez les stocks de l'armée française, ça ne doit pas être terrible. Je ne les connais pas, donc je ne porterai pas. Mais j'ai entendu dire à un général allemand, le chef d'état-major de l'armée allemande, qu'il n'avait que 3 jours de combat. Ouais. Alors si c'est ça la force, moi je me dis, puisque vous dites ça, pourquoi Poutine ne nous attaque pas alors de suite? Ah oui, c'est vrai. Voilà, puisqu'on est si faible, il pourrait en profiter. Bon, je rejoins le sénateur, tout ça c'est de l'incohérence, c'est de la communication, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Ce qui est très embêtant, c'est cette communication quand même provoque, et là Gomard, je crois que le général Gomard n'a pas tort, un sentiment de peur beaucoup plus qu'un sentiment de mobilisation. Exactement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, si depuis 4 ans, l'Europe qui a 450 millions d'habitants n'a pas réussi à renforcer les forces militaires face à un pays de 120 millions d'habitants, la Russie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a pas les moyens de le faire. L'Allemagne non plus, la France non plus. N'oublions pas que la Russie investit 120 milliards de dollars. Dans les dépenses militaires. Dans les dépenses militaires. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Donc, arrêtons. La Russie est dans une économie de guerre. Parce qu'elle est dans un conflit avec son voisin. Oui, puis il y a eu l'embargo, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Notre voisin n'est pas la Russie. C'est pas le voisin de la France. C'est le voisin de l'Europe. Mais c'est pas le voisin de la France. C'est toujours facile de reporter les problèmes, de donner ce qu'on appelle la patate chaude aux voisins. Moi, je vois pas l'Europe. Voilà, on est dans un combat d'ego, et ce qu'on vient d'entendre, le chef d'état-major, on a l'impression que c'est la même plume qui rédige les discours. Le prompteur, nous, on n'a pas de prompteur. Ils ont certainement un prompteur pour lire les choses. Ce serait intéressant de savoir quelle est cette plume. Avec la scansion, avec les silences pour faire passer le message. Voilà, on est dans la com. Sortons de la com et sortons de l'ego. Ayons de la bienveillance. N'oublions pas que la Russie voulait faire partie de l'Europe. Ah oui. C'est de l'OTAN aussi. Même Poutine l'avait dit en 2003-2004, je crois. Même de l'OTAN. En 2001, il a demandé à Clinton de rentrer dans l'OTAN. Même en 1954, il a sorti un vieux document qui date de 1954 en disant la Russie veut rentrer. 54, non, 2004. 2004, pardon. C'est ça, ouais. Regardons 2004. Regardons les conséquences. Les conséquences, notre dette augmente. Les conséquences des sanctions, le prix de l'énergie augmente. La Russie, qui n'a pas de dette, s'allie par les BRICS avec la Chine, avec l'Inde. On est en train d'affaiblir l'Europe. Et on a presque poussé la Russie dans les bras de la Chine, quelque part. Oui, on l'a poussé dans les bras de la Chine. Depuis des années, d'ailleurs. C'est une erreur politique. Ouais. Il faut que la raison domine. Parce que la raison française, du gouvernement, elle déraisonne. Oui, mais ça en dit long, quand même. Alors, Général Pellizari, quand même, ça en dit long sur, je ne sais pas, à titre personnel, est-ce que c'est une dérive des pouvoirs ou pas? Justement, quand je vous entends, tous les deux, le sénateur politique et le général militaire, on a l'impression, et c'est ça qui frappe d'ailleurs pas seulement dans ce domaine, il n'y a plus de contre-pouvoir. Il y a un pouvoir, quel qu'il soit, je veux dire, qui est exécutif, d'ailleurs aujourd'hui, ce législatif, c'est une chose, le judiciaire. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et une démocratie peut-elle fonctionner, une vraie démocratie, sans contre-pouvoir? Et là, le problème.
que les militaires obéissent, c'est normal, au pouvoir politique, mais qu'un gouvernement ou un parlement ou un Sénat ne puisse pas dire, attendez, vous dites ça, vous voulez engager ça, mais pourquoi, etc. C'est quand même préoccupant. Il y a un détournement des institutions françaises. Il y a un contournement de la Constitution et une manipulation de l'information. Nous ne sommes pas ni russophiles, ni russophobes. Nous sommes français. Ici, il n'y a que 3 Français qui aiment la France. Même 5. Même 5 derrière que vous ne voyez pas. Avec nos grands Et techniciens. là, nous sommes à côté d'un général qui, comme il a signé l'impôt du sang, c'est-à-dire qu'il était capable. Et on veut faire payer aux Français le prix du sang dans une guerre hypothétique pour faire peur. Sortons de la peur. La peur, je l'ai dit, c'est une passion triste. Puis ayons un peu plus de complaisance pour les Français. Sortons de ce jeu d'échecs qui est une spirale du fou. Les Français ne sont pas des pions. Et nous ne sommes pas aux ordres de ceux qui sont derrière, la tour, le roi, le cavalier. Voilà, sortons de ce système manichéen, le bien et le mal. Et quand vous êtes pour la paix, vous êtes dans un esprit munichois. Donc voilà, c'est normal de vouloir la paix, surtout pour ses enfants, de voir un monde meilleur pour nos enfants. Nos parents, qui étaient des résistants, moi je suis fils de résistant, en général, nos parents, ils savaient que leurs enfants allaient être plus heureux qu'eux. Mais moi je suis très inquiet pour mes enfants parce que je pense qu'ils seront moins heureux que nous l'avons été. C'est un vrai problème, effectivement. Mais justement, Paul Pellizari, d'abord, on n'a pas... Quel motif vous ont-ils donné quand ils vous ont radié C'était quoi le motif? Je n'avais pas respecté mon devoir de réserve en tant que général 2e section. Chose que je n'étais plus, puisqu'à 68 ans, on est à la retraite. Bien sûr. Donc c'est... Humiliation. Les conséquences sont plus symboliques, sont négligeables. Négligeables, oui, bien Par sûr. contre, comme l'a dit le sénateur, on essaye de m'humilier. Voilà. Et surtout, le message est clair vis-à-vis des autres. Attention, taisez-vous, sinon vous allez perdre votre appellation. Bon. C'est ça, ouais. Voilà. C'est silence dans les rangs. Oui, silence dans les rangs, mais en l'occurrence, oui. Mais en l'occurrence, c'est ça que c'est drôle, parce que on n'a pas compris qu'aujourd'hui, c'est pas que la situation a toujours existé, mais aujourd'hui, tout passe par un certain nombre de médias, de réseaux, etc. Les choses ne peuvent plus être étouffées comme elles auraient pu l'être. C'est ça la grande différence, je crois, depuis quelques années, en tout cas, qu'on sent. La preuve, vous êtes là. La preuve, c'est que beaucoup de gens apprécient beaucoup. On le sait, on reçoit beaucoup de courriers, beaucoup d'appels ou de mails, etc. Les gens apprécient. Ça ne marche plus comme cible, ou pas au sens de l'idéologie, quoi. Écoutez, en tout cas, merci. Alors, vraiment. André, j'ai une question du chat, si c'est possible. Ah, mais absolument. Vas-y, Alexandre. Voilà, donc c'était les gens qui voulaient avoir votre expertise, si vous avez des retours de l'exercice d'Asienfall 2025 qui s'est déroulé en Roumanie, avec les forces de l'OTAN. Non, moi je n'ai pas personnellement. Non. Je suis au courant, puisque je fais partie de la commission de la défense et des affaires étrangères, mais nous n'avons pas eu de retour ni de rapport. Voilà. Là-dessus. Mais si vous voulez parler des forces à l'extérieur, il y en a beaucoup, puisqu'il y en a des canons César, ça part pas tout seul. Oui. Il faut des gens qui soient capables de... Et puis dernièrement, là, le 1er novembre, le gouvernement Lecornu vient de sortir un décret. Le 1er novembre, là, il y a 15 jours. Le 1er novembre, pour créer des opérateurs de référence, c'est-à-dire créer des sociétés militaires privées. Ah bon? Qui ont des habilitations secret défense et des droits exclusifs. C'est-à-dire, on a critiqué Wagner,
Et on est en train de faire Wagner. On crée des milices privées, quoi. Oui. Ce qui est opérateur de référence. Oui. Voilà. Voilà un sujet pour vos. Ah oui, c'est vraiment intéressant. On l'a divulgué, mais c'était le jour de la Toussaint. C'était le jour de la Toussaint. Comme par hasard, oui. Voilà, donc ça, c'est... Oui, on fait du Wagner maintenant. Bon, c'est bien, après l'avoir critiqué. C'est pour ça que je vous dis, la cohérence n'est plus de ce monde en France. Enfin, n'est plus en France. Et juste une dernière question, Gérald Pélizari, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. On entend beaucoup dire, dans un conflit dit de haute intensité, c'est une guerre véritable, parlons pas du nucléaire encore, que je ne vois pas comment on pourrait pas en parler, on dit l'armée française pourrait tenir, eu égard à ses stocks, eu égard à la formation, etc., pourrait tenir 48 heures ou 3 jours. C'est exact, à votre avis, ou pas? Ou vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Maintenant... Je sais que l'armée française peut mettre 20 000 personnes avec une seule relève. 20 000 personnes. Oui, bon, ça fait pas lourd. Ça fait pas lourd, non. Voilà, ça fait pas lourd, non. Et vous savez, les Anglais, pas mieux, les Allemands, pas mieux. Voilà. Donc l'armée européenne, oui. Enfin, oui, vous voyez. Donc, quand on compare avec les 900 000 hommes de Poutine ou les 600 000 des Ukrainiens, on est un peu léger. On va tenir quoi? Un petit front de rien du tout. En plus, on n'a pas les moyens, les gros porteurs, pour amener tout ce beau monde là-bas. C'est pour ça que l'Europe, Madame van der Leyen veut faire des routes, des canaux, etc. Enfin, on nage en plein délire. Enfin, à mon sens, maintenant, ce n'est que mon opinion. Voilà. Alors ensuite, il faut demander ça à des vrais spécialistes. Enfin, à ceux qui sont aux commandes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire. Moi, je sais ce qu'il en était quand j'étais... Monsieur Munition à l'armée de terre. Bon, voilà, c'est tout. Donc, je suis sûr que on est sous-équipé. Quand vous regardez le combat actuel, c'est les drones. Quand vous regardez la capacité que nous avons, nous, ici, on ne sait même pas s'en servir. Enfin, on s'en sert bien moins, sans doute, bien moins bien que les Ukrainiens ou les Russes. Ils ont un savoir-faire tactique, dû à la guerre, que nous n'aurons pas. En revanche, sur la force morale de nos soldats, si jamais ils étaient engagés sur la frontière, j'entends bien sur le Rhin, pas plus loin, pas sur le Dniepr, d'accord, je leur fais absolument confiance. Absolument confiance, parce qu'on a des soldats de très très bon niveau qui sont reconnus comme parmi les meilleurs du monde. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, les meilleurs soldats du monde, s'ils n'ont pas d'armes, s'ils n'ont pas de munitions, voilà. Bien sûr. Ils seront sacrifiés. Les stocks de munitions, c'est une semaine. Ah oui, ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu des rapports. Et je ne vois pas comment on va livrer 100 Rafales à l'Ukraine alors que... Ah ben c'est dans 10 ans. On en fabrique 35 par an. Cher sénateur, oui, mais ça, alors, on a rendez-vous dans 10 ans. On pense que dans 10 ans encore, la guerre sera là. Ce qui est extraordinaire, c'est ça. Vous savez, quand vous écoutez, quand on entend beaucoup de gens qui savent ce dont ils parlent, ce qui est votre cas, ce qui est le cas d'un certain nombre de gens, heureusement, c'est encore une fois cet abîme entre le réel et un certain narratif. C'est vraiment ça, quoi. Déconnecté du réel. Alors, on est en 39-40, le tambour bat, le clairon sonne, qui reste en arrière, personne. Voilà, les Maurice Barrès sont de retour, très bien, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais écoutez, merci beaucoup, Gérald Pélizari. On suivra tout cela, parce que, évidemment, plainte est déposée, pétition est déposée. Merci beaucoup à la Et le décret qui vient d'être publié. Et le décret, sur les opérateurs, ça, nous allons nous pencher là-dessus et enquêter là-dessus parce que c'est pas mal aujourd'hui. Le maréchal Leclerc disait, il n'y a pas de cause désespérée, mais seulement des gens qui désespèrent. Ah, c'est joli. C'est pas mal. C'est très, très joli, c'est ça. Et l'autre phrase magnifique, c'est Nietzsche, il disait, nous savons absolument pas où nous allons, mais nous y allons. Nous sommes au bord du gouffre et nous allons faire un pas en avant. Eh bien, sur cette déclaration optimiste, merci messieurs, merci général, merci monsieur le sénateur.